Bonjour Jocelyn. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous interviewer une autre fois. On devient deux habitués des interviews. Alors vous avez fait un premier livre qui s'appelle Intuition et sixième sens, dont j'avais déjà parlé sur mon blog. Et là, vous venez de sortir un autre livre qui m'a enthousiasmé, comme le premier, La voyance. Alors, petite question toute bête, mais pourquoi ce deuxième livre sur la voyance? Oui, alors c'est vrai que j'étais un petit peu réticent en fait à l'idée de faire ce deuxième livre dans la collection de Stéphane Alix aux éditions de La Martinière parce que j'avais déjà un peu parlé de voyance Oui, dans le précédent ouvrage, comme vous l'avez dit, donc Intuition, sixième sens, puisque pour moi le sixième sens ça part de l'intuition et oui. justement ça arrive jusqu'à la perception extrasensorielle, jusqu'à la voyance notamment. Donc j'avais l'impression d'avoir déjà dit certaines choses, je craignais un peu enfin, je craignais le risque de redite, de Oui, répétition. Et en même temps, il y a beaucoup de livres aussi qui ont déjà été écrits sur la oui. voyance, des très très bons, des moins bons, enfin toutes sortes de bouquins, des guides pratiques, des études plus sociologiques, presque philosophiques aussi. Donc, je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir Pouvoir raconter trouver. d'intéressant. Puis bon, je me suis laissé convaincre quand même par Stéphane parce que c'est complètement cohérent en fait d'avoir un titre dans la collection consacrée spécifiquement à la voyance, parce Oui. que c'est vrai que c'est un sujet quand même à part entière et qui en même temps est très très riche aussi. Et je me suis dit bon, je vais le traiter par différents visages, en fait, différents aspects de la voyance, aussi bien donc ce qu'on appelle les voyants purs, Oui. voyance sans support, ceux qui travaillent avec le tarot, ceux qui utilisent encore d'autres supports. Il y en a qui utilisent des runes. Je parle aussi du geeking. Et du coup, je me suis intéressé un peu aux racines de ces arts-là aussi, d'où est-ce que ça venait, les racines notamment ésotériques, du tarot, les racines donc taoïstes du geeking. Enfin, ça c'est assez fascinant. Et puis on s'aperçoit aussi il y a des pratiques de voyance dans la Grèce antique qui sont un peu tombées en désuétude, qu'on a perdu de vue. Je m'intéresse à l'ouverture du troisième œil, à la vision à distance. Donc je me suis dit, je vais faire un livre qui va présenter une espèce de, non pas une synthèse, parce que c'est impossible en plus d'être exhaustif, Oui, bien sûr, absolument, oui. mais je propose mon regard sur différents aspects, en fait, différents visages comme ça de la voyance. Et donc, en plus, la voyance pose des questions derrière en termes scientifiques Oui. et philosophiques sur la nature du temps, sur ce genre de choses. Donc, c'est vrai que j'ai poussé la réflexion jusque là, quoi, jusqu'à ce niveau-là. Alors, bon, le livre est très très riche, vous êtes très très impartial, c'est parce que c'est vrai que la voyance a aujourd'hui un peu mauvaise presse, parce qu'effectivement il y a beaucoup de charlatanisme, ça, il faut quand même pas non plus se voiler la face. Mais vous parlez de plusieurs personnes, et vraiment, sans parler de Maud Christen, qui est quand même très très connue, mais j'aurais voulu surtout aussi parler de cette Russe et puis de Chloé, parce que effectivement, les personnes, je vais leur recommander bien sûr votre livre, ils le liront. Mais alors, l'histoire de cette Russe qui lit à travers, qui voit à travers le corps, et puis de Chloé, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ça? Alors, l'histoire de cette Russe, de Natacha, et puis de Oui, Chloé. ça c'est donc oui, le chapitre qui est consacré à l'ouverture du troisième Oui, œil. Donc c'est une notion qui est connue un peu comme ça par le grand public, mais on sait que c'est associé aussi aux traditions de l'hindouisme, du oui, bouddhisme, du oui, taoïsme. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans les traditions orientales et qui est associé traditionnellement justement aux notions de clairvoyance, de clairaudience. C'est l'œil de l'esprit qui est capable de voir au-delà du visible. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a des jeunes gens qui vivent ce phénomène-là ici, au XXIe siècle, comme ça, de manière spontanée, oui, sans avoir nécessairement la connaissance, la culture de ce sujet, et qui simplement, à la suite d'une crise d'une nature quelconque, qui peut être psychologique, mais plus souvent une crise physique, une maladie, un problème de santé assez grave. Et c'est le cas pour les deux personnes effectivement que je mentionne dans le livre. Enfin, je parle d'autres personnes aussi, mais ces deux jeunes filles-là, elles sont intéressantes à ce titre-là, parce que la jeune fille russe, en l'occurrence, elle a eu une opération d'appendicite à la suite de laquelle on a oublié des compresses dans son abdomen, donc elle a beaucoup souffert pendant longtemps et les médecins savaient pas d'où venaient ses souffrances. Et c'est à la suite de cette période très très dure de souffrance physique qu'elle s'est mise soudain effectivement à voir d'une manière complètement différente. oui, Et elle a dit à sa maman, je vois l'intérieur de ton corps
et elle lui a décrit les poumons, le cœur, l'estomac, enfin elle lui a décrit ses organes avec ses mots à elle, parce qu'à l'époque elle avait une dizaine d'années, hein. Elle n'avait pas de vocabulaire médical non plus, mais alors évidemment la mère était estomaquée, si on peut dire. Il y a de quoi quand même. Hein. Et elle lui a fait faire donc une batterie de tests auprès de médecins, de scientifiques russes, qui ont constaté qu'effectivement cette jeune fille était capable de voir à l'intérieur des corps. Elle était notamment capable de voir des tâches qui étaient susceptibles d'évoluer vers des maladies graves. Elle a pu faire comme ça des diagnostics. Alors on l'a testé, on l'a mise dans des conditions un peu difficiles. On l'a notamment invitée aux États-Unis pour lui faire passer une batterie de tests qui en fait était destinée à la déstabiliser et à prouver qu'elle était incapable de ça, parce que ces tests étaient organisés par des gens qui étaient très sceptiques et très hostiles à ce genre de pratique-là. Mais il s'est avéré qu'elle a quand même réussi des tests qu'on est incapable d'expliquer. On est incapable d'expliquer comment elle a pu percevoir certains problèmes physiques qu'elle a décelés chez des gens simplement en observant leur corps. Et donc elle explique, et on a toutes les raisons de penser qu'elle est de bonne foi, qu'elle est capable de voir effectivement comme si elle avait des yeux au rayon X, c'est-à-dire qu'elle voit à l'intérieur, des corps, elle voit le squelette, elle voit les organes, etc. Et il se trouve que moi j'étais assez étonné par ce cas parce que on n'en avait pas beaucoup parlé en fait à l'époque. Ça date de 2011, hein, et maintenant cette jeune fille elle étudie la médecine c'est drôle, en Russie. Et j'en ai parlé autour de moi et plusieurs personnes m'ont dit mais moi je connais des cas comme ça. Ici en France. J'ai dans mon entourage en France, on m'a parlé d'un autre cas au Maroc, et bon que j'ai pas pu enquêter, mais j'ai enquêté sur le cas en France donc, et sur un autre cas en Belgique qui est arrivé à quelqu'un qui était un peu plus âgé. Mais en France, j'ai trouvé une jeune fille donc qui s'appelle Chloé et qui, pareil, à la suite d'une période extrêmement douloureuse parce qu'elle s'était fait une entorse et puis elle s'était fait une torsion, un écrasement d'un nerf qui provoque des douleurs qu'on appelle neuropathiques, qui sont extrêmement difficiles à supporter, voilà, et pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Donc pendant des mois et des mois, elle s'est retrouvée avec cette douleur et elle pouvait pas poser son pied par terre tout simplement. Elle était très très handicapée. Elle était obligée d'avoir un arceau autour du pied, etc. Et à la suite de cette période-là, de la même façon, elle s'est mise à voir un matin. En fait, ça a commencé par les auras, c'est-à-dire elle voyait autour de son père et de sa mère des couleurs très nettes, très franches et qui étaient autour de leur corps. Donc dans la tradition, c'est ce qu'on appelle l'aura. Et c'est pareil, ça c'est associé aussi dans l'hindouisme, au bouddhisme, taoïsme, c'est associé également à l'ouverture du troisième œil. Le fait de pouvoir voir ces énergies subtiles, c'est associé à l'ouverture du troisième œil. Et cette jeune fille Chloé, elle aussi, elle a eu un épisode où elle voyait à l'intérieur du corps de son chien d'abord et ensuite de sa maman. Et elle était très effrayée par cette vision-là, donc elle n'a pas insisté, elle n'a pas cherché à entretenir ça, mais ça fait partie des manifestations qu'elle a eues, de voir effectivement à l'intérieur du corps, de voir le squelette du chien et ce genre de choses. Elle était capable ensuite de voir, elle a pu, ce qui est fascinant, c'est qu'elle a pu se soigner finalement au bout du compte, en travaillant sur sa propre énergie, je sais pas comment on peut appeler ça, sur son aura, quoi. Oui. Voilà. Et elle s'est prodiguée à elle-même des soins de type énergétique, mais de manière complètement improvisée, c'est-à-dire qu'elle connaissait pas la technique, elle l'a appliquée sur elle-même de manière intuitive. Oui. Et il s'avère qu'effectivement, ce sont des pratiques de soins énergétiques qui existent là encore depuis longtemps dans de très nombreuses traditions, quoi. Et elle s'est retrouvée à faire ça spontanément, sans qu'on lui ait appris, et sans que ses parents non plus l'aient incité à creuser cette culture-là, parce que c'est pas du tout non plus leur truc a priori. Donc ils étaient très très surpris de ça, et ils n'ont pas spécialement encouragé, mais aujourd'hui la jeune fille, elle est capable de soigner elle aussi d'autres personnes qui sont en souffrance, en appliquant des soins énergétiques d'une manière complètement spontanée, disons. Et elle voit toujours à travers les chiens, à travers. Je pense qu'elle est capable de contrôler ça plus ou moins. Disons que si elle en a besoin, peut-être qu'elle est capable de le faire, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui ne s'impose pas à elle de manière naturelle. Quand elle avait eu cette vision-là, ça s'était fait de manière spontanée sans qu'elle le recherche. Et après, est-ce qu'elle est capable de le faire ou pas? Je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qui l'avait effrayée, en l'occurrence sur le moment. Oui. Contrairement à la jeune fille russe, Natacha, elle, Chloé, avait été très effrayée par cette vision, donc je ne sais pas si elle a continué à essayer de l'entretenir en quelque sorte. Oui. Mais par contre, elle a continué à voir l'aura, à voir l'énergie qui peut s'écouler des corps ou même de blessures. Elle voit des choses plutôt sombres, noires quand il y a de la souffrance, et plutôt claires et lumineuses quand il y a pas de souffrance. Donc ça, c'est des choses qui sont connues déjà dans ce milieu-là, mais de la part d'une petite fille de 11-12 ans. Oui,
voilà, comment est-ce qu'elle peut accéder à cette connaissance-là. Et ça se fait de manière naturelle. Et en plus, elle voit aussi ce qu'on appelle les énergies de la nature. Elle dit qu'elle a été soignée notamment comme ça par des êtres de la nature. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça fait partie aussi de tout ce corpus d'informations auquel on accède quand on a ce fameux phénomène d'ouverture du troisième œil. Du troisième œil, oui, parce que vous parlez aussi d'un monsieur qui a eu cette ouverture du troisième œil et puis qui s'est mis à voir justement les elfes, comment on appelle ça? Oui, les elfes, tous les esprits les lutins, voilà, tous les esprits de la nature. Alors, effectivement, beaucoup de gens sont un peu sceptiques hein, quand on parle de ça. Cela dit, c'est vrai que c'est quand même un monde fascinant qui s'ouvre à nous. Hein. Alors, ce monde du petit peuple, ça fait partie du monde du folklore, de l'imaginaire, mais il faut bien voir que c'est différent dans chaque culture et que les gens que j'ai interrogés sur ce sujet aussi, parce que j'ai fait un dossier dans le Nexus sur le troisième œil, j'ai creusé encore plus la question, ils me disent qu'en fait ce sont des énergies avec lesquelles nous on interagit par rapport à des motifs préconçus qu'on a dans l'inconscient en quelque sorte. Donc on projette en quelque sorte sur ces énergies-là des formes qui font partie de l'imaginaire collectif, du folklore, etc. Et c'est pour ça que c'est différent dans chaque culture. En fait, on n'a pas exactement les mêmes êtres. Donc, il faut penser ça plus en termes d'énergie plutôt qu'en termes d'êtres. D'êtres, oui, qui se promènent comme ça. Oui. Ouais. Alors, bon, votre livre est vraiment... Ce que j'aime toujours dans votre livre, enfin, dans cette collection, et vous en particulier, c'est que vraiment, tout est condensé, tout est bien mis, il n'y a rien de superflu. Et tout est intéressant. Alors, vous parlez aussi longuement du remote viewing. J'ai suivi toute la formation là chez Iris. Alors, c'est quelque chose qui a été étudié scientifiquement. Ça a commencé scientifiquement avec Russell Targ. Et puis l'autre là, je ne sais plus comment il s'appelle. Harold Puthoff. Oui, voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas pourquoi, je pense toujours à Russell Targ et pas à l'autre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les personnes qui vont nous voir sur justement le remote viewing, enfin la vision à distance, comment on peut voir, c'est la voyance finalement. Bon, moi je le fais fréquemment. Je sais que c'est vrai qu'on peut y arriver et c'est extraordinaire, mais j'aimerais vous avoir votre avis là-dessus. Alors, le remote viewing, c'est effectivement le terme anglais pour la vision à distance. Oui. Ce qui est amusant, c'est que ils ont retenu ce terme à l'époque justement pour ne pas utiliser le mot de voyance, parce qu'en anglais, voyance se dit clairvoyance. Ils utilisent le mot français pour dire clairvoyance, enfin pour dire voyance, donc ils utilisent clairvoyance. Et le problème, c'est que c'était très connoté, bien entendu, même dans les années 70 et tout ça. Donc, ils ont voulu se débarrasser de cette connotation un peu négative, un peu parapsychologique. Ils ont dit, on va appeler ça vision à distance. Et en l'occurrence, la vision à distance, ça consiste effectivement à voir à distance, mais en temps réel. Donc, c'est pas de la voyance dans le futur, c'est pas de la voyance dans le passé, c'est de la voyance dans le présent. Alors après, il y a des subtilités de pratique qui font qu'on peut associer effectivement la perception d'un objet, par exemple, à un événement futur, en faisant des associations comme ça indirectes. Donc on peut quand même exercer la vision à distance sur le futur, ça c'est une subtilité de la pratique. Et donc effectivement dans les années 70 au Stanford Research Institute, donc qui est un centre de recherche en Californie, qui est affilié à l'université Stanford, il y a deux chercheurs, donc deux physiciens des lasers qui s'appellent Russell Targ et Harold Puthoff, qui se sont retrouvés à travailler sur ce sujet-là parce qu'ils ont été sollicités pour ça. Et ensuite, ils ont été financés par des officines, en l'occurrence du renseignement américain, la CIA, la DIA, etc. Donc, ils ont mené, en fait, pendant plusieurs années, pendant 15-20 ans, des recherches en parallèle sur le volet civil et sur le volet militaire. Alors, bien sûr, sur le volet militaire, les applications, c'était ce qu'on appelle l'espionnage psychique, tout simplement. C'est-à-dire que ces gens-là étaient censés apporter des informations dans le contexte de la guerre froide sur des sites de missiles soviétiques, ce que préparaient les Russes de façon générale, etc. Et donc il y a eu des choses, des événements assez exceptionnels dans ce contexte-là, et notamment des informations pertinentes, utiles, qui ont été recueillies. Alors, on a pu retrouver par exemple un avion qui avait été perdu. On a pu retrouver il y a eu un travail de remote viewing aussi sur des enlèvements, des enlèvements par des terroristes, par les brigades rouges. Donc, on a mis ces espions psychiques à contribution sur tout un tas de faits comme ça, sur tout un tas d'événements. Mais il faut bien comprendre que c'était pas non plus quelque chose qui marchait dans 100% des cas. Et qui était complètement fiable. Donc, bien entendu, on dit que ça a été arrêté faute de résultats, sauf que ça a coûté des millions de dollars pendant des années. Et il est probable qu'il y avait des résultats tangibles. Quand sûrement, même, sûrement, oui.
sinon ils n'auraient pas dépensé autant d'argent. Donc officiellement le programme est fermé, mais on peut imaginer que ça se continue, hein, parce que notamment lors de la traque de Saddam Hussein, par exemple, on sait qu'il y avait eu des gens qui avaient travaillé en vision à distance sur alors ça, j'en parle dans le précédent livre, en fait, mais voilà, ça fait partie du même ensemble de données. Saddam Hussein aurait pu très bien être retrouvé grâce à des informations obtenues par remote viewing, par vision à distance. C'est quelque chose qui n'est pas officiel, mais qui sera jamais officiel de toute façon. Hein. Oui, ça s'est classifié, oui. Voilà, qui est très crédible. Et donc, sur le volet civil, les recherches, ça consistait en fait à envoyer une personne sur un site, et puis à demander aux voyants qui étaient restés au laboratoire de décrire ce que voyait la personne sur place en temps réel. Donc voilà, la personne, elle regarde autour d'elle ce qui se passe, et le voyant est censé recevoir en temps réel, donc aussi par voie télépathique quelque part. Sur ces phénomènes-là, on sait pas trop s'il s'agit de voyance, de télépathie. Parfois c'est difficile de distinguer entre les deux. Et sinon, d'autres types d'expériences qui étaient menées au laboratoire, c'était simplement de percevoir dans des enveloppes opaques, voilà, des choses qui étaient cachées dans des boîtes ou ce genre de choses. Et voilà, et donc il s'avère que statistiquement, les résultats sont positifs vraiment très très nettement, avec un intervalle de confiance statistique très très élevé, mais bien entendu il n'y a pas non plus 100% de résultats, il n'y a pas non plus 100% de perception de cible, hein. Donc la valeur scientifique de ces données-là, c'est que statistiquement on peut considérer qu'il est raisonnable d'exclure le hasard, en fait. C'est ça. Les chances sur plusieurs milliards de milliards, oui, c'est ça, de milliards de milliards, trillions, oui, c'est ça, c'est. Donc c'est quand même des résultats qui sont scientifiquement fiables, mais qui n'expliquent pas bien sûr comment fonctionne le phénomène. Le problème scientifique avec la voyance en général, la perception extrasensorielle, c'est qu'on a des résultats scientifiques qui démontrent la réalité du phénomène, hein, et encore une fois avec un indice de confiance très très fort, mais on n'a pas d'explication, on n'a pas de mécanisme pour comprendre comment ça fonctionne, parce que ça suppose bien sûr une nouvelle physique, avec une nouvelle conception de la conscience, une nouvelle conception du temps. Enfin, c'est une révolution complète, mais qui est en train d'avoir lieu, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce que, enfin, moi j'avais dans le cours de remote viewing, on avait travaillé sur le passé. Et donc et Schwartz a beaucoup travaillé là-dessus en archéologie, hein, et franchement c'est assez impressionnant. Moi je fais souvent sur le blog alors les personnes n'ont fait absolument aucune préparation, mais je choisis une cible. Et puis je leur dis, voilà, choisissez la cible. Enfin, je leur donne quelques indications, des choses à ne pas faire. Maintenant, ils savent. Et c'est assez curieux, même sans avoir fait le cours, combien les gens arrivent à trouver des trucs. Hein. C'est quand même assez bon. Alors évidemment, c'est la magie du sixième sens, de l'intuition. Pour moi, ça fait partie d'un même ensemble. Hein. Ah oui, non, mais c'est